Eh bien, rebonjour, bienvenue pour accueillir notre deuxième grand témoin de l'édition 2024 de Medfeld, Thomas Garcia Ascarate, qui nous fait l'amitié de revenir, parce que vous êtes venu à Medfeld il y a quelques années, mais vous étiez à l'époque en fonction à la Commission européenne, en charge du secteur des fruits et légumes. Aujourd'hui, vous êtes consultant, mais vous continuez à suivre d'un œil acéré, avisé et averti les questions européennes et notamment dans le secteur des productions agricoles et des fruits et légumes. Alors l'Europe, il n'en est plus que jamais question. Nous sommes une année d'élection européenne. Ce matin, le président de la République a fait un grand discours. Alors, je ne l'ai pas écouté, j'étais ici même et j'ai regardé un petit peu. Il a notamment fustigé les pays qui, comme dans une copropriété, voulaient profiter de l'Union européenne sans payer le loyer. Voilà, je ne sais pas s'il visait quelqu'un en particulier, mais nous sommes des copropriétaires aussi. Thomas est d'origine espagnole, mais il a toujours été un observateur très neutre et très engagé sur la question européenne. Alors l'Europe, on en a beaucoup parlé aussi pendant la crise agricole qui a secoué et qui secoue encore parce qu'elle n'est pas terminée la France, mais aussi beaucoup de pays, pour ne pas dire la quasi-totalité des pays de l'Union européenne. L'Europe, il en est question avec la crise russo-ukrainienne, crise qui n'a pas commencé en 2022, mais en 2014. On se rappelle aussi qu'à Medfeld, nous avions évoqué la fermeture des frontières pour de nombreuses productions, dont celle de fruits et légumes. Je pense à la pomme, à la poire et à d'autres. L'Europe, c'est aussi les surtranspositions en France, c'est aussi des réglementations tatillonnes, c'est aussi le Green Deal, c'est aussi le règlement sur les pesticides, c'est aussi le Farm to Fork, c'est aussi les nouvelles technologies. On va essayer de regarder tout cela, de voir aussi quelle implication sur les filières fruits et légumes proprement dites. Thomas Garcia, vous avez été à l'époque l'un des fondateurs, pour ne pas dire presque l'inventeur de l'OCM fruits et légumes. Mais dans un premier temps déjà, pourquoi l'Europe et pourquoi une politique commune, agricole commune ? Bon, merci. Bon, c'est un plaisir de revenir ici, même si un peu plus vieux, etc. Et de retrouver les copains qu'on a malgré tout réussi à trouver et à construire avec le temps. Je voudrais... Alors, oui, c'est bon, c'est là, non, c'est l'autre, c'est... Hop. D'accord. Donc à la première question, pourquoi nous avons besoin de l'Europe ? Quand je préparais la présentation, j'avais commencé à écrire parce que l'Europe, c'est la paix dans le continent. Puis je me suis dit, c'est plus exactement le cas. Donc ma génération a été la première génération qui n'a pas vécu la guerre. Et il faudra quand même essayer que la génération de mes enfants et de mes petits-enfants soit la deuxième et la troisième génération qui n'ont pas connu la guerre. Parce qu'on a parfois tendance à l'oublier et à considérer des acquis qui, on le voit jour après jour, ne le sont pas. Le deuxième aspect, avec la globalisation, c'est que le monde est chaque fois dominé par les grandes puissances. Et alors, même si ça fait mal à certains, ni la France, ni l'Allemagne, ni le Royaume-Uni sont des grandes puissances aujourd'hui. Et donc la seule manière pour que l'Europe et les valeurs communes que nous partageons puissent avoir un poids dans le monde, c'est bien qu'on soit ensemble, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut l'Europe. Et donc il nous faut certainement une meilleure Europe, on va en parler, mais clairement il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain, malgré tout ce qu'on peut imaginer. Alors voilà, ça y est, j'ai... Non. Voilà, non, c'est bon. Voilà. J'y arrive. Voilà. Alors, nous avons besoin d'une politique agricole commune. Sinon, on aurait 27 politiques nationales et ça serait plus coûteux budgétairement. Et en plus, on aurait des problèmes de distorsion de concurrence à des niveaux absolument inconnus par rapport aux problèmes de distorsion de concurrence que l'on a aujourd'hui. Mais de nouveau, il nous faut plus d'Europe et une meilleure Europe.
quand je dis plus d'Europe, je pense par exemple à la surtransposition et au fait qu'il faut que les gouvernements s'habituent, même s'ils voudraient qu'on aille plus rapidement, il faudrait qu'ils s'habituent à qu'on marche ensemble au même rythme pour éviter d'avoir des problèmes. Alors, je pense aux météorites sur la cerise et à d'autres, des problèmes qui sont des problèmes que tu crées toi-même pour ton propre pays et des obstacles que tu mets toi-même pour tes propres producteurs. Hier, le Parlement européen a approuvé les modifications à la PAC qui ont été décidées en urgence à propos du plan vert. Et il faut dire qu'à propos du plan vert, c'est d'abord la faute à pas le bol. Parce que depuis que le plan vert a été mis sur la table, on a eu l'Ukraine, on a eu l'inflation, on a eu maintenant les problèmes sur le canal de Suez, on a eu le Covid, etc. Si on souhaitait une accumulation de mauvaises nouvelles pour un homme politique, n'importe lequel qu'il soit, on aurait difficilement pu faire mieux. Donc. Ça, mais le plan vert aurait quand même posé des contraintes, si on parle du jachère, si on parle de questions phytosanitaires, aurait quand même posé des problèmes aux agriculteurs européens sans cela. Oui, attends, ce qui pose des problèmes aux agriculteurs européens, c'est le changement climatique et l'adaptation et la mitigation du changement climatique. Pour moi, les objectifs du plan vert, ils sont corrects. Mais ce qui est beaucoup moins correct, c'est la manière dans laquelle la Commission a voulu imposer plutôt que convaincre les objectifs. Tu ne feras pas de transition agroécologique sans l'adhésion active des acteurs. Tu ne feras pas de transition écologique sans l'adhésion active des acteurs. Tu ne feras pas de transition agroécologique sans l'adhésion active des agriculteurs et de toute la distribution. Et là, clairement, la Commission a voulu aller trop vite. Et cette phrase que l'on dit de Napoléon, habille-moi lentement parce que je suis pressé, me semble parfaitement opportun. À vouloir aller trop vite, on va plus lentement. Moi, ça me rappelle, pour les vieux qui partagent avec moi les cheveux blancs, ça me rappelle mai 68, le plan Mansholt, une idée de modernisation de l'agriculture européenne qui était parfaitement logique et cohérente, une présentation en disant « faut tuer 5 millions de vaches et retirer 7 millions d'hectares et faire disparaître la moitié des agriculteurs », une présentation qui était pour le moins malheureuse et qui a provoqué des réticences. Il faut marquer le rythme d'une manière à que les changements nécessaires soient acceptés, soient protagonisés par la société. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui me fait peur. Moi, j'ai vécu dans l'année 88, quand la Commission, pour la première fois, a proposé la disparition des quotas laitiers. Là, Jacques Chirac était le président, et Jacques Chirac, au sommet européen, a réussi que la Commission a retiré la proposition. Le message qui est passé en France, c'était ne vous inquiétez pas, les quotas laitiers vont continuer pour toujours. Et une bonne partie des producteurs français de lait ont continué à croire que les quotas laitiers allaient continuer pour toujours. Les producteurs danois et néerlandais, avec leurs coopératives, ont commencé quand même à voir les oreilles au loup et ils ont commencé à s'adapter. Le jour où les quotas laitiers ont disparu, beaucoup de producteurs français se sont retrouvés absolument dans la détresse. Donc, l'adaptation, la mitigation, les objectifs du plan vert, la diminution de l'utilisation des engrais, moi je préfère appeler des médicaments des végétales plutôt que des phytosanitaires, etc. La diminution, la prise en compte du carbone, la fixation de carbone, l'augmentation de la teneur en matière organique des sols, tout ça, ça va venir pour rester. Et il faut, et pour moi c'est un des messages clés, il faut utiliser le temps que cette pause ou ce ralentissement va nous donner, non pas pour croire que l'histoire est finie et que le business as usual, pour parler en bon français, continue, mais pour se préparer d'une manière correcte à ce qui nous vient. Et bon, c'est vraiment l'intégration économique des contraintes et de l'adaptation environnementale qui est là.
il faut que les écologistes comprennent qu'il n'y a pas d'agriculture verte si ces chiffres sont rouges, et il faut que les agriculteurs comprennent qu'il n'y aura pas d'agriculture demain si elle n'est pas verte. Et entre les deux, avec les deux, il va falloir cheminer ensemble. Ouais, ça y est, ok, retour. Voilà. Donc nous avons une OCM qui est tout à fait différente. Personne ne va s'étonner que je défende les OP et les AOP et les fonds opérationnels. Nous avons été des empêcheurs de tourner en rond. Quand tout le monde cherchait des aides à l'hectare, etc., nous, on cherchait des mesures structurelles sans cofinancement national. Vous imaginez ce que ça veut dire? Décidées par les agriculteurs et non pas par les États membres dans le cadre de leur immense sagesse, dans leur plan de développement rural, etc. En complément, bien évidemment, des plans de développement rural, mais en laissant une partie de la PAC dans les mains des agriculteurs pour qu'ils décident à travers les organisations. Avec une idée qui, à l'époque, donc 1995, était absolument révolutionnaire, qui était de dire que le problème essentiel pour l'agriculture, c'est le déséquilibre de la chaîne alimentaire, et que sans organisation des producteurs, la chaîne alimentaire travaillera comme elle travaille, tous les acteurs pour maximiser leurs revenus, ce qui est tout à fait logique, et le maillon le plus faible, en transformant la chaîne alimentaire en une chaîne qui n'est pas créatrice de valeur, et bien évidemment le maillon le plus faible étant celui qui assume le plus le coût de cette non-création de valeur. Pour reprendre un mot à la mode, on peut dire que cette OCM fruits et légumes, elle a été co-construite à l'époque avec la Commission et avec les fédérations professionnelles, notamment très actifs les Français, les Espagnols, les Italiens. Tout à fait. C'est une co-création, une co-gestion. C'est une idée qui, comme on était les bizarres, les étranges, vous savez, le bullying qu'on dit aujourd'hui, on a été très souvent mis en danger. Certains disaient qu'il faudrait passer les mesures dans le développement rural, ce qui veut dire un cofinancement national. Et deuxièmement, si tu dois négocier avec Carrefour, tu vas négocier avec Carrefour avec une OP régionale ou avec une OP nationale, voire transnationale. Donc on a tenu la bataille et aujourd'hui, on est un exemple à suivre. Dans la PAC actuelle, il y a une possibilité d'élargir le mécanisme de fonds opérationnels et d'OP aux autres secteurs. Aucun pays n'a voulu le faire. Et à mon avis, c'est une erreur. Mais dans la nouvelle discussion de la PAC qui s'ouvre, à mon avis, où il y a un risque de cofinancement national, même sur les aides du premier pilier, voilà, l'idée de développer un système fruit opérationnel, organisation de producteurs sans cofinancement national, avec la participation des producteurs, est une idée qui, à mon avis, devrait être poursuivie. Ça commence à vouloir être repris. On entend parler dans cet secteur, finalement, le système fruits et légumes, il est pas mal. On commence à le dire, mais pour l'instant, ce que l'on voit, c'est, comme toujours, la discussion sur la prochaine PAC est une discussion budgétaire. Aujourd'hui, les États membres sont exangues financièrement avec tout ce qui est venu. L'idée d'avoir plus d'argent pour l'agriculture est une idée qui est difficile à faire passer. On a eu en plus, on a un budget qui est maintenu en termes nominal. Alors, quand tu avais une inflation de 2% et une productivité de 2%, tu pouvais t'en sortir. On a eu des inflations bien supérieures et aujourd'hui, avec toutes les règles qu'on est en train de nous imposer pour la stratégie alimentaire, on a une augmentation de la productivité qui est inférieure à 2%. Donc, se poser la question du financement et du besoin de financement pour l'agriculture est une question essentielle. La solution du cofinancement national ne me semble pas une bonne solution. Par contre, une alternative pourrait être justement les fonds opérationnels, c'est-à-dire utiliser la pression budgétaire des pays radins pour faire avancer le schéma d'OP, d'AOP et de fonds opérationnels. Ça me semble une solution intelligente. En tout cas, c'est celle pour laquelle je me bats et à Madrid et à Bruxelles aujourd'hui. Alors, dans tout ce processus, on a buté, on a buté avec des tas d'obstacles. Les bureaucrates d'abord,
ce que j'appelle les contrôleurs, pas les Ce contrôleurs. n'est pas une faute. Non, c'est pas une faute. Les contrôleurs qui d'un côté vous obligent à être rigoureux et de l'autre se plaignent que les coûts de gestion deviennent énormes. Attendez, le problème, à part le problème que vous avez en France de la surtransposition et que vous voulez toujours en rajouter une couche, mais ça, c'est les gènes et on ne va pas rentrer dessus, je ne peux rien dire. Le problème qu'une administration nationale a, c'est que tu prends des décisions aujourd'hui qui seront vérifiées par des contrôleurs qui viendront dans 5 ans. Avec tout ce qu'ils ont appris dans 5 ans, jugez ce que tu as fait aujourd'hui. Et chacun d'entre nous, si on avait su il y a 5 ans ce que l'on sait aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas fait. Donc que fait l'administration nationale quand elle se retrouve avec une règle qui lui donne une certaine marge? Ils se réunissent en disant où est-ce qu'ils vont vouloir me prendre, où est-ce que la patrouille va vouloir me prendre dans 5 ans. Et à partir de là, pour ne pas se faire prendre possiblement par la patrouille dans 5 ans, on commence à rajouter des couches. C'est-à-dire, les contrôleurs, au lieu d'être une manière d'échanger des expériences, d'apprendre, bien évidemment de vérifier que l'argent est utilisé de la meilleure manière possible, sont devenus une source fondamentale de préoccupation pour les administrations nationales. Il n'y a rien qui inquiète plus un ministre d'Agriculture que de devoir aller voir le ministre des Finances et de lui dire « j'ai besoin de 200 millions parce que j'ai une amende ». Et ça, c'est pas que français. Non, c'est pas que français, c'est partout. Ça, la surtransposition, c'est surtout française. Là, c'est un mérite que je crois personne ne peut vous enlever. L'autre, j'ai le malheur de vous dire qu'il est partagé par d'autres. Donc, de ce point de vue-là, ils nous ont promis, dans la PAC actuelle, que le rôle des contrôleurs allait changer et qu'il allait être plutôt de collaboration pour améliorer les choses entre l'administration communautaire et l'administration nationale, avec toute la flexibilité que donnent les plans, les programmes opérationnels. Reste à voir. J'espère, je souhaite, je mets des cierges à la Vierge pour que ça soit ainsi. J'espère et je souhaite que ça sera comme ça. Mais je ne peux pas malheureusement le garantir. Aujourd'hui, donc, nous sommes le modèle à suivre et nous avons des possibilités importantes de développement de l'idée des fonds opérationnels, mais des réticences très fortes, entre autres des syndicats agricoles majoritaires. Ils préfèrent clairement avoir l'argent directement dans la poche des agriculteurs que d'avoir l'argent donné à une OP pour faire des actions de fonds opérationnels. Moi, dans une des propositions que j'avais faites dans le rapport que j'avais écrit pour le Parlement européen, pour les aides couplées, alors je vais prendre un exemple espagnol pour ne pas fâcher personne, on a une aide couplée à la brebis pour permettre le maintien de l'élevage de brebis et de moutons. Le problème du mouton, c'est la diminution de la consommation. Et si la consommation diminue, le marché est foutu. Donc, la manière de redonner de l'espérance au secteur du mouton et de la brebis, c'est de récupérer du marché. La manière de récupérer le marché, c'est de renouveler les produits et d'avoir autre chose que le gigot, etc., ou les côtes d'agneau que l'on consomme, et de trouver d'autres manières de promouvoir la consommation avec d'autres moments de consommation. Ce n'est pas un secret, c'est ce qui se fait dans tous les secteurs. C'est pour ça qu'au lieu de donner je ne sais combien de centimes ou d'euros par brebis, ça serait beaucoup mieux de donner de l'argent à une OP ou une AOP, brebis ou mouton, pour faire de la recherche et faire de la promotion, pour stimuler la consommation de manière à que le retour sur les producteurs soit beaucoup plus... Je n'ai jamais réussi à convaincre. Je l'ai expliqué à la Commission de l'Agriculture du Parlement européen, sans succès. Je l'ai expliqué à mon ministère à Madrid, sans succès. Ils préfèrent recevoir 3-4 euros par brebis, au lieu d'investir dans une démarche collective pour résoudre, pour moi, le problème essentiel. Bon, c'est un exemple parfait pour moi de ce qui pourrait être fait et de ce qui, par manque de courage, n'est pas fait. Alors, oui, je vais dans le bon. Alors, demain, quelle tâche? D'abord, élargir l'exception au droit de la concurrence.
Alors ça, c'est une bataille continue avec ce que j'appelle les ayatollahs du droit de la concurrence. Une OP a comme mission, entre autres, celle alors c'est ajuster en quantité et en qualité l'offre à la demande. Une OP a la possibilité de transférer une ou toutes de ces missions à une AOP, à une association d'OP. La Cour de justice, dans la sentence Endive, a reconnu que pour les OP commerciales, elles peuvent ajuster l'offre à la demande, et elle a reconnu la possibilité pour les AOP, mais la Cour de justice n'a pas exigé que les AOP soient des AOP commerciales, que les AOP assurent cette fonction, les fonctions que les OP veulent leur déléguer. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans mon jeu entre OP et AOP. L'idée, c'est qu'à l'intérieur d'une OP ou d'une AOP, on puisse parler prix. On puisse parler prix. On puisse parler équilibre, adaptation de l'offre en quantité et en qualité. De longues négociations vis-à-vis des... Alors, nos amis de la concurrence, quand ils se sont rendus compte de l'énormité, de l'exception au droit de la concurrence que représente l'OCM fruits et légumes, ont essayé de recouper ça à droite et à gauche. Et pourtant, la Cour de justice clairement l'a dit, les OP commerciales et les AOP qui n'ont pas besoin d'être commerciales peuvent contribuer à ajuster l'offre et la demande. Et en plus, si vous voulez ajuster l'offre et la demande, c'est beaucoup plus raisonnable de le faire au niveau d'une AOP que de faire au niveau d'une OP. Ça sert à quoi que les producteurs de tomates du Languedoc-Roussillon essayent d'ajuster quand tout le reste des producteurs de tomates français ou autres continuent à... Donc, l'ajustement entre offre et demande dans un marché n'a de sens que s'il est fait à un niveau, qui est suffisant pour pouvoir avoir un impact sur le marché. Donc, le rôle des AOP non seulement se justifie du point de vue réglementaire, mais il se justifie du point de vue de la logique économique et du point de vue budgétaire. Chaque euro dépensé pour qu'une OP ajuste l'offre et la demande est beaucoup moins efficace du point de vue de l'utilité publique que quand c'est une AOP qui, globalement, dépense le même euro pour le même objectif. Donc nous avons avec nous la raison juridique, nous avons avec nous la raison logique et nous avons avec nous la raison économique. Donc, et pourtant, on ne le fait pas parce qu'on a peur de la réaction de la concurrence, que ce soit dans chaque pays ou au niveau européen. Tout à fait, c'est pour ça que là on a pas mal avancé petit à petit dans ces dossiers. La sentence Endive est un pas important qu'il faut continuer à utiliser. On a eu au Parlement européen, je pense à Michel Dantin, par exemple, des défenseurs de premier ordre qui avaient parfaitement compris. D'ailleurs, curieusement, on avait une alliance Stéphane Le Foll, Michel Dantin et l'écologiste là et José Bové. Et José Bové sur la même ligne qui travaillaient pour le même objectif, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce qu'il vaut mieux travailler ensemble, il vaut mieux qu'on travaille ensemble là qu'on se tape dessus. Donc, c'est pas sûr qu'on le retrouve ça. Non, mais il faut se battre avec de bons arguments qui soient juridiques, économiques et financiers. Donc premier objectif pour moi, clairement, élargir, consolider l'exception au droit de la concurrence. Deuxièmement, aborder le problème des produits orphelins. Alors, on parle beaucoup des clauses miroirs. Moi, je vous recommande, dans le numéro actuel de Végétable que vous trouvez ici même, j'ai écrit un article sur les clauses miroirs qui personnellement, m'a mis du temps, mais me semble essayer d'apporter un peu de rigueur sur ce dossier-là. Un des problèmes que nous avons, c'est qu'il y a des produits qui sont interdits en Europe, non pas parce qu'ils sont mauvais pour l'environnement ou mauvais pour le consommateur, mais parce que, comme c'est pas rentable pour une entreprise de faire reconnaître la qualité et l'utilité de ce produit pour un marché qui ne compense pas
les frais de gestion du processus qui sont lourds ne compensent pas l'intérêt économique pour l'entreprise. Oui, ils ne sont pas interdits, mais simplement l'autorisation n'est pas renouvelée, faute de demande. Oui, n'est pas renouvelée, ou même n'est pas présentée vis-à-vis d'un nouveau produit. Oui. Et vous avez des produits qui pourraient être excellents pour un certain nombre. Vous avez des substances qui pourraient être excellentes pour un certain nombre de nos produits, qui sont reconnues pour les produits pour lesquels c'est rentable pour l'entreprise, mais qui ne sont pas reconnues pour les autres, simplement parce qu'une entreprise, c'est pas une ONG, et elle en veut pour son argent, on ne va pas le lui reprocher. Donc le problème des produits orphelins est un manque réel du marché qu'il faut agir soit avec l'intervention publique, soit avec que ce soit l'État qui lève les dossiers, soit que ce soit l'INRAE qui s'occupe, enfin chaque moyen, mais le problème des produits orphelins, pour moi, est un vrai problème. Non seulement nous avons moins de substances disponibles, mais nous pourrions avoir des substances qui seraient disponibles que nous n'avons pas disponibles pour un grand nombre de produits parce que ce n'est pas rentable économiquement à court terme pour les entreprises. Et si j'ai bien compris là-dessus, il y a une discussion sur le fait que le produit est autorisé dans tel pays membre, donc il pourrait être utilisé dans tous les autres pays. On en est où de cette réflexion? Il y a plusieurs choses. Le produit peut être autorisé à l'utilisation dans un pays tiers, parce que là, ça a été rentable pour l'entreprise de le présenter. Et donc, il est utilisé là-bas, il n'est pas utilisé ici. Et là, on a une situation de distorsion de concurrence qui se produit, mais c'est notre faute à nous, ce n'est pas la faute aux autres. Et ensuite, il y a le fait qu'une fois le produit autorisé au niveau européen, il y a la possibilité, pour des raisons dûment justifiées, de ne pas l'autoriser au niveau national. Et là, je dois dire, de nouveau, les Français, vous êtes forts. Alors là, il faut reconnaître. Et il y a un certain nombre de produits qui sont autorisés à l'échelle européenne et qui ne sont pas autorisés en France. Alors, la manière de le résoudre, c'est pas de brûler un camion de tomates espagnoles qui passe par la frontière. C'est pas ça qui va résoudre le problème. Il y a un problème là, et tirez les premiers, messieurs les Français, je veux dire. C'est pas moi qui vais vous dire ce que vous devez faire. Mais clairement, il y a un problème qui est là. Alors, on parle beaucoup, un autre des sujets, un autre des questions pour l'avenir. Moi, personnellement, alors, les hommes politiques adorent faire des propositions pour changer les choses. Et tout homme politique qui prend des responsabilités veut bien évidemment marquer l'avenir avec ses propositions et passer à l'histoire, parce que c'est l'homme qui a 3 petits points. Commençons d'abord par appliquer les lois qui existent, par contrôler et bien contrôler les lois qui existent avant de commencer à inventer de nouvelles idées et de nouvelles propositions. Et deuxièmement, évaluons les politiques qui sont mises en place et sur base de cette évaluation, modifions, améliorons, supprimons ce qu'il faut modifier, améliorer ou supprimer. Mais là, il y a le gros problème, c'est que ce rythme d'évaluation est un rythme qui ne coïncide pas avec le cycle politique. Pour qu'une politique s'évalue, il faut qu'elle soit mise en place. Et il faut qu'elle ait donné des résultats. Il faut que ces résultats soient visibles et soient observables. Et si vous avez les élections tous les 4 ou 5 ans, entre le moment que vous mettez en marche la mesure, le moment qu'elle a un impact, le moment que vous avez les indicateurs, le moment que vous évaluez les indicateurs, et le moment que vous comprenez ce qui s'est passé et pourquoi, le cycle politique de 5 ans est passé. Alors là, il y a une vraie contradiction, mais si on met au centre l'intérêt public et non pas le besoin de marquer l'histoire avec la loi X, etc., on devrait rentrer dans cette dynamique d'évaluation, évaluation qui bien évidemment doit être participative et discutée avec le secteur et avec les opérateurs pour qu'elle puisse avoir du sens. Donc ça c'est un problème important. Et autre voie d'avance. Alors là, on a une globalisation. On a une globalisation de la circulation de marchandises, on a aussi une globalisation des maladies. Et aujourd'hui, on a, aux portes de l'Europe,
toute une série de maladies qui n'existent pas encore chez nous ou qui n'existent que dans une toute petite mesure chez nous et qui ont une importance capitale et qui peuvent avoir des conséquences terribles pour le secteur. La première qui me vient en tête, c'est qui me vient en tête et j'ai oublié. Non, c'est... Dans quel secteur? Alors, il a commencé dans les plantes ornementales, il est passé dans l'huile la fastidiosa, la Xylella fastidiosa, voilà, qui peut être une phylloxéra pour l'ensemble du secteur. Mais on pourrait en mettre d'autres. Là, les producteurs d'agrumes espagnols et européens ont réussi, par exemple, pour les importations d'oranges Afrique du Sud, à imposer, mais ils ont mis 4 ans, les mêmes règles de contrôle, le processus de froid, que les pays tiers nous imposent à nous quand on exporte. Une des choses flagrantes, c'est que quand nous exportons nos fruits et légumes, nous sommes soumis à des protocoles sanitaires extrêmement rigoureux pour protéger les consommateurs américains, japonais et autres des maladies qui pourraient se trouver dans les produits qu'ils importent, alors que chez nous, les règles d'importation sont beaucoup plus laxes. Alors, je peux comprendre que les règles d'importation soient beaucoup plus laxes parce que, bon, il faut faciliter le commerce, etc. Mais quand une maladie existe, quand il est établi scientifiquement qu'il y a un risque de Xylella fastidiosa ou là, je ne suis pas pathologue, donc, etc., il faut bien évidemment prendre des mesures qui nous garantissent qui sont exactement les mêmes que celles que nous devons nous faire pour pouvoir exporter dans les pays tiers, aux États-Unis ou ailleurs. Personne n'accuse les États-Unis ou le Japon d'être protectionnistes parce qu'ils font ça, même si à mon avis on pourrait. Mais en tout état de cause, nous avons le même droit que les Américains et que les Japonais. Quand il y a une maladie qui se pose, nous avons les mêmes droits de protéger notre secteur. Et qu'est-ce qui nous l'empêche? C'est un manque de volonté? C'est une bataille politique en Europe chaque fois, parce que nous avons des intérêts importateurs, nous avons des pays importateurs, parce que, là je pense à agrumes, l'inquiétude de l'Allemagne ou des Pays-Bas ou de la Finlande sur la santé végétale des agrumes n'empêche pas un dirigeant de ces pays de dormir. Et ça peut se comprendre. Mais si nous avons une vision, si nous avons plus d'Europe, et nous avons une vraie Europe, bien évidemment, c'est un sujet, la protection, la One Health, comme disent en beau français, donc une seule santé, végétale, animale, environnementale et humaine. Et nous avons besoin là d'avancer quand nous avons des bons arguments à défendre. Donc pour moi, c'est un manque de solidarité européenne, parce qu'on pourrait concevoir que seuls les pays producteurs d'agrumes, et en Europe il y en a 2, 3, 2,5, pourraient prendre des décisions sur les agrumes et les autres suivent parce que c'est forcément le pays producteur qui a les bonnes informations. C'est trop simple. Non, mais moi je pourrais même comprendre qu'il y ait un intérêt bien compris des pays importateurs, mais quand on parle peste porcine africaine, là, l'Allemagne est tout à fait disposée à prendre des mesures pour protéger le cheptel allemand du danger que représente la peste porcine africaine, et en particulier les animaux sauvages, les sangliers sauvages qui la transportent. Et nous, en Espagne, on n'a pas de peste porcine africaine, mais on doit se solidariser avec les producteurs d'élevage de porc allemands, danois, etc., parce que c'est un vrai problème de santé publique européenne. Nous demandons exactement la même chose pour les producteurs de fruits et légumes. C'est une responsabilité, une vision européenne, et je parle agrumes comme je pourrais parler pommes, comme je pourrais parler pêche, etc. Chaque dossier, quand il est établi scientifiquement qu'il y a un risque, il faut l'établir scientifiquement, il faut de la rigueur. Bien évidemment, l'Europe doit être autorisée à adopter les mêmes mesures de précaution que celles qu'adoptent les pays tiers vis-à-vis de la Drosophila ou vis-à-vis de la mouche de la Méditerranée ou vis-à-vis des autres. Donc ça, c'est... Et quatrième volet, c'est développer les assurances agricoles. Ça, c'est un élément qui est clé dans un monde où il y a une énorme impact du changement climatique. Là, nous avons la chance en Espagne d'avoir le meilleur système
existants européens. Les autres pays courent derrière, mais au niveau européen et en France, je sais que la France y travaille, améliorer le système d'assurance agricole. Là, il faut trouver un équilibre, parce que assurer les assurances agricoles ne peuvent pas empêcher l'adaptation. Les assurances agricoles sont là pour faire face aux accidents climatiques conjoncturels. Si vous êtes dans une zone où il y a de la grêle tous les ans, ou si vous êtes dans une zone où il ne pleut plus, parce que le changement... Bien évidemment, la solution n'est pas l'assurance agricole, la solution est que vous fassiez autre chose. Donc, les assurances agricoles, comme un instrument, non pas d'éviter l'adaptation et la mitigation du changement climatique, mais de lisser l'adaptation pour qu'elle puisse se faire en maintenant le tissu économique. Donc ça, pour moi, c'est un élément essentiel dans lequel il faut avancer aussi à l'échelle européenne. Donc, est-ce qu'on travaille à faire un cofinancement européen de ce système d'assurance ou pas encore? Alors, c'est bien gentil de parler d'un cofinancement européen, mais si vous avez une enveloppe budgétaire pour la France qui couvre le premier et le deuxième pilier, et si vous y mettez les assurances agricoles, vous enlevez l'argent à qui? Parce que, bien évidemment, là, c'est une idée qui circule de cofinancer les assurances agricoles. L'Espagne a renoncé à cofinancer les assurances agricoles parce qu'elle n'a pas voulu couper ni le premier pilier ni le deuxième pilier. Donc c'est un système d'aide d'État, d'argent supplémentaire qu'apporte l'Espagne au budget agricole, à peu près 300 millions d'euros tous les ans pour financer les assurances agricoles. Si vous le faites à travers la politique européenne, vous avez deux problèmes. Le premier, c'est que vous devez trouver l'argent. Vous l'enlevez aux mesures agro-environnementales, ou vous l'enlevez aux investissements, ou vous l'enlevez à l'aide à l'hectare. Parce que c'est bien gentil de dire une chose, mais terminez la phrase. Et le deuxième aspect, c'est que si vous utilisez l'argent européen, vous avez les contrôleurs sur le dos. Et votre marge nationale pour ajuster, la flexibilité nationale que vous avez pour ajuster, par exemple, les plans d'assurance d'une année à l'autre est beaucoup moindre, puisque vous devez passer par l'autorisation de Bruxelles qui met le temps qu'il faut pour arriver aux conclusions. Donc la solution à laquelle l'Espagne est arrivée, c'est de renoncer à le mettre dans la PAC et de le mettre au niveau du régime d'aide nationale. D'autres pays ont une autre approche, ce qui est parfaitement légitime. Moi, personnellement, je crois que l'approche espagnole est meilleure pour le secteur. Encore faut-il que vous commenciez à Bercy d'apporter les 200, 300, 400 millions d'euros qu'il faut pour y arriver. Mais c'est un problème de nouveau politique et de priorité. Et pour moi, les assurances agricoles, dans un contexte climatique comme celui que nous vivons, est un instrument indispensable pour lisser l'adaptation et la mitigation du changement climatique. Sinon, on risque de se retrouver avec des producteurs laissés seuls face à l'impact d'un changement climatique duquel ils ne sont que très peu responsables. Nous avons tous une partie de responsabilité, mais soyons bien clairs, les producteurs agricoles européens ont une part de responsabilité, mais elle est ce qu'elle est. Et par contre, ils souffriraient directement l'impact de ce changement climatique. Donc au niveau sur demain, et puis pour tout ça, et je termine avec ça, voilà. Pour tout ça, il nous faut, j'insiste beaucoup, plus d'Europe et une meilleure Europe. Et là, nous allons voter le 9 juin aux élections au Parlement européen. Et moi, jusqu'à présent, ça me déprime de voir les quelques débats électoraux que nous avons où on fait mention de ce sujet. On ne parle pas, pour moi, des vrais problèmes qui nous touchent. Vous parlez de quel pays? Je parle de la France, Espagne, et je pourrais élargir. Donc, je parle du pays que je connais le mieux, pour reprendre la terminologie communautaire, mais je connais pas mal la France aussi. Et vu le débat, par exemple, vu la manière dans laquelle les candidats sont élus et sont choisis par les différents appareils, je n'ai pas l'impression que toujours on pense aux candidats en fonction des tâches qu'ils vont devoir remplir, mais qu'il y a d'autres critères,
comme par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec ce type-là, qui mérite une retraite tranquille, ou qu'il faut compenser parce qu'il a perdu les élections et il faut bien lui trouver quelque chose, ou qui est bien gentil et qui a rendu de bons services, et on le met à la place X ou Y de la liste électorale, alors que pour moi, les listes électorales devraient être construites sur base des objectifs que l'on doit poursuivre. La politique agricole est une politique importante de l'Union européenne, comme le budget, comme la politique régionale, comme la politique internationale, et nous devrions avoir dans les listes électorales au Parlement européen des gens qui sachent lire et écrire sur la politique internationale, sur la politique régionale, sur la politique budgétaire et sur la politique agricole. Et malheureusement, je n'ai pas toujours eu l'impression, en tout cas dans le pays que je connais le mieux, là je ne parle pas de la France, je n'oserais jamais, c'est des critères tout à fait différents. C'est un équilibre régional entre les différentes régions, c'est un équilibre homme-femme, plus il faut y rajouter des homosexuels et des transsexuels, plus il faut tenir compte des gens que l'on doit caser parce qu'ils, en récompense de bons et loyaux services, etc. Et que la question vraiment pourquoi faire est une question secondaire. Donc, malgré tout ça, nous devons essayer dans le maximum de stimuler un vrai débat sur les questions européennes, et cette idée de plus d'Europe, une meilleure Europe, plus proche du citoyen, qui accompagne la société européenne dans l'adaptation et la mitigation du changement climatique en rendant possible ce qui est nécessaire. Pour moi, ce sont des débats qui devraient exister et qui devraient intéresser le public et être soutenus par les citoyens à l'heure du vote. Il y a une large quantité d'options, c'est pas à moi de recommander le vote à personne, mais si recommander le vote à des gens qui veulent construire et pas détruire. Construire ensemble l'Europe, parce que seulement ensemble, nous pourrons nous en sortir. Et je termine avec une référence aux AOP. Une de mes peines, un des nombreux échecs, mais un des échecs que j'accumule dans mon cartable, c'est que je n'ai pas réussi à qu'il puisse y avoir des vraies AOP transnationales. Le jour où on pourra avoir une AOP tomate, où les Français, les Espagnols, les Italiens, les Néerlandais et les Belges se réunissent et discutent ensemble comment ajuster en quantité l'offre et la demande, parce que la possibilité réglementaire existe. Le jour où nous aurons réussi à avoir ça, nous aurons réussi à construire l'Europe des fruits et légumes. En attendant, il y a eu des essais. Le dernier essai, c'est les Espagnols qui n'ont pas voulu, et j'en suis profondément désolé. Mais je veux dire, il faut, et c'est notre responsabilité à tous dans la filière, il faut que nous construisions aussi, entre nous, l'Europe des fruits et légumes. On est bien d'accord sur ce dernier point, que pour être clair, que là, la main est dans la solution est dans la main des producteurs. Les AOP transnationales sont complètement autorisées. Il y en a une entre la France et la Belgique, je crois, sur je ne sais plus quel produit. Il y a des AOP transnationales commerciales. D'accord. Mais il n'y a pas d'AOP de gestion, ou vous les appelez, vous avez un nom en France qui est Les AOP filières de gouvernance. Oui, de gouvernance. Voilà. Oui. Il n'y a pas d'AOP de gouvernance européenne. Et la même chose, moi, je peux parler d'un deuxième échec, j'aurais énormément, et j'ai fait tout ce que j'ai pu, et de nouveau, j'ai perdu, ou j'ai pas réussi, qu'il y ait une fédération des interpros européennes. Pour moi, les interpros doivent parler à l'Europe, ensemble, de tous les problèmes que nous avons en commun. Je ne parle même plus des interpros fruits et légumes, bien sûr,
mais de tous les interpros, nous avons des problèmes communs, nous avons une vision commune de travailler ensemble, nous avons les ayatollahs de la concurrence qui sont en face de nous, nous avons besoin de parler d'une seule voix, et malheureusement, on n'a pas encore réussi à avoir une association d'interpros européenne, et ça fait partie de notre responsabilité comme secteur. Tout n'est pas à faire par les autres. Merci Thomas. Merci, vous avez ouvert plein de pistes. J'ai pas mal de questions, mais je me dis que peut-être que dans le public, il y a des gens qui ont envie d'intervenir, de réagir, de suggérer, de contester, parce que vous avez été franc, cash et massif. Non, personne pour l'instant. Moi, je voudrais parler de... Vous avez évoqué rapidement les clauses miroirs. On vient de vivre le débat en France sur le CETA, qui a été rejeté par le Sénat au grand courroux du gouvernement. On a l'impression quand même que l'Europe a du mal, même quand c'est justifié, a du mal à les actionner, à les activer, ces clauses miroirs. Alors, si on parle des clauses miroirs, il faut parler des clauses miroirs dans le contexte international, donc OMC, des clauses miroirs dans le contexte des accords bilatéraux. Et quand on parle des clauses miroirs dans les accords bilatéraux, il faut faire la différence entre les accords bilatéraux qui existent déjà et les nouveaux. Donc là, on parle d'un accord bilatéral nouveau. Et il est clair qu'un des problèmes que se pose aujourd'hui, c'est qu'on est en train, la Commission a été extrêmement proactive, à mon avis, excessivement proactive, en voulant imposer des rythmes aux agriculteurs européens d'adaptation aux défis du changement climatique, mais elle n'a pas voulu, ou à mon avis elle n'a pas pu, avoir la même proactivité et la même vitesse dans la négociation des accords internationaux. Et ce déséquilibre entre l'aspect international et l'aspect communautaire fait mal. Alors, dans un accord qui est déjà signé, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que si vous êtes plus exigeant dans les critères pour importer, c'est un accord, la partie contraire va vous demander qu'est-ce que vous me donnez en échange. Vous me donnez plus de quotas, vous me donnez plus de volume, vous me baissez les droits de douane, vous me donnez quelque chose. Donc là, je peux parfaitement comprendre qu'il faut renégocier cas par cas et voir si le jeu en vaut la chandelle, etc. Mais là, on parle d'un nouveau texte. Et dans ce nouveau texte, la sensation que j'ai eue en lisant la partie que j'ai lue, je dois vous dire que je ne me rappelle pas par cœur de tout le texte du traité CETA, et là je reconnais mon erreur et ma faiblesse, mais la partie que j'ai vue, j'ai vu qu'il y avait, c'est vrai, un moindre niveau d'exigence que celui qui est exigé aux producteurs européens. J'en ai parlé à mes collègues à Bruxelles, et ils m'ont dit, tu sais, on a poussé le bouchon aussi loin qu'on a pu. Et je veux bien les croire. Je veux bien les croire qu'ils ont essayé de faire le maximum de ce qui était possible, en sachant qu'il fallait arriver à un accord et qu'il y avait des zones rouges où la partie contraire ne voulait pas rentrer. Bon. C'est le rôle du négociateur d'arriver au meilleur accord possible. C'est le rôle du politique de savoir si cet accord vaut la peine ou pas. Et là, on en est là. La France est réticente. L'Espagne est plutôt favorable. Au point de vue géopolitique, on m'explique que l'accord CETA est indispensable pour éviter que toute l'Amérique latine tombe dans la main de la Chine et passe de la doctrine Monroe, où on était dans les mains des Américains, à la doctrine Yang Ying ou je ne sais pas quoi, et que la Chine prenne le pouvoir soit l'élément essentiel de l'Amérique latine. Je veux parfaitement le comprendre. C'est des considérations géopolitiques qui dépassent de loin la capacité de celui qui lui parle, et il est très heureux de n'avoir pas la responsabilité politique, de devoir à la fin se décanter d'un côté à l'autre. Mais
il est clair que, indépendamment du travail technique qui a été fait au niveau de la négociation, la décision finale est une décision politique, et c'est aux politiques de le prendre. La France a choisi une voie, l'Espagne en a choisi une autre. Il faut savoir que s'il n'y a pas un accord unanime, il n'y a pas d'accord. Il faut l'unanimité de tous les États membres pour qu'un accord soit ratifié, parce que c'est un accord global qui incorpore des volets qui sont de compétences communautaires et des volets qui sont de compétences nationales. À partir du moment où c'est un volet communautaire, on pourrait l'approuver à majorité qualifiée. À partir du moment où il y a des volets qui sont de compétences nationales, il faut l'unanimité des États membres pour pouvoir l'approuver. L'accord étant un tout, le refus de la France est le refus de l'accord. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision? Là, je suis incapable d'apporter des éléments d'analyse pour le dire. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de revoir les méthodes de négociation de la Commission européenne dans ces types d'accords bilatéraux où, je caricature, mais grosso modo, les négociateurs rentrent dans un tunnel, ils y restent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis au bout de 3 ans, ils sortent du tunnel, ils disent ça y est, on a l'accord, il faut le prendre tel qu'il est, on n'a pas le droit d'y toucher. Alors, d'abord, dans le cas de Mercosur, ce n'est pas 3 ans, mais c'est 20. Et deuxièmement, vous avez raison, mais le problème, c'est que quand vous négociez, vous ne pouvez pas avoir une assemblée générale tous les jours, etc. Il vous faut une marge. En principe, il y a un mandat qui marque les limites de la négociation. Et en principe, la Commission doit se maintenir à l'intérieur de ce mandat. Et en principe, le Conseil et le Parlement européen doivent d'abord analyser dans quelle mesure, sans valoriser si l'accord est bon ou mauvais, dans quelle mesure l'accord se maintient à l'intérieur du mandat. S'il arrive à la conclusion que l'accord se maintient à l'intérieur du mandat, il doit l'approuver. S'il arrive à la conclusion que l'accord dépasse le mandat, il doit analyser les éléments qui dépassent le mandat pour voir si c'est bon ou ils sont mauvais. Tu peux parfois ne pas respecter le mandat et avoir raison de ne pas le respecter. Il faut analyser chaque exception, à chaque éloignement du mandat, comme disent les Anglais, sur ses propres on his own merit, sur ses propres mérites, et voir si c'est une bonne idée, qui n'était pas dans le mandat, mais elle est bonne, si c'est une idée qui est acceptable, ou si c'est une mauvaise idée. Et ça, ce processus-là, c'est là où la France a considéré que le mandat n'a pas été respecté, et que ce qui est hors du mandat n'est pas une bonne idée. Et est-ce que l'autre piste de réflexion n'est pas de se dire, après tout, les produits agricoles et alimentaires ont-ils leur place dans ce type de négociation multilatérale ou bilatérale? Est-ce qu'il ne faut pas, après tout, l'agriculture n'était pas dans le GATT, elle est rentrée dans l'OMC au milieu des années 80. On a vécu sans cela. Alors, mais là, ça c'est une pensée extrêmement franco-française et qui, à mon avis, est une pensée je ne sais pas si on dit ça, dérotiste en français, pessimiste. Depuis que nous avons des accords internationaux, l'excédent commercial agricole et agroalimentaire de l'Union européenne n'arrête pas d'augmenter. On est à 58 000 milliards d'euros d'excédent de la balance commerciale agricole. Donc, globalement, l'Europe, du point de vue commercial, a gagné avec ces accords internationaux. La question qui se pose, c'est de nouveau ce truc-là, on a tous mangé un demi-poulet, mais il y en a un qui a mangé un poulet et l'autre, il n'a rien bouffé du tout. Donc, la question qui se pose est de savoir ces bénéfices pour des secteurs importants de l'économie agricole française, comme les céréales, comme le vin, comme les alcools, comme les produits laitiers, ou espagnols, comme le porc, comme les fruits et légumes, comme l'huile d'olive. Si le bénéfice global ne cache pas qu'il y a des secteurs, comme ça pourrait être le cas Alors, je ne parle pas de nouveau des brebis et des moutons, parce que pour moi, le problème des brebis et des moutons n'a rien à voir avec les accords internationaux, c'est la disparition de la demande. Mais par exemple, la viande bovine, pour prendre un exemple, ou certains fruits et légumes, parce que de nouveau, dans notre secteur, on n'a pas un produit, on en a 400, et ce qui est bon pour les agrumes ou pour les pommes est peut-être une très mauvaise nouvelle pour la tomate ou pour d'autres. Donc, qui sont les gagnants
et qui sont les perdants, et bien évidemment la construction. Si globalement tu es gagnant, la construction de mécanismes de solidarité et d'adaptation pour aider les secteurs qui sont perdants à pouvoir s'en sortir, se reconvertir, s'améliorer, améliorer leur productivité ou faire autre chose, le cas échéant, ça, il faut voir de nouveaux secteurs par secteur. Mais globalement, c'est quelque chose, j'en ai parlé avec pas mal de copains depuis que je suis arrivé ici, j'ai vraiment la sensation d'un sentiment de défaitisme dans la filière fruits et légumes française, alors que vous êtes un pays aujourd'hui déficitaire. Vous n'avez pas besoin de vous battre sur le marché allemand avec les Turcs pour les convaincre d'acheter vos produits. Vous devez simplement convaincre les consommateurs français, avec des bons arguments bien évidemment, d'acheter vos produits. Donc c'est quand même plus facile. Et sur cette vision du commerce extérieur et des accords, j'ai vraiment l'impression que l'idée qui prédomine est une version défensive. Peut-être parce que ceux qui gagnent, comme les céréaliers, le vin, les liqueurs et le lait, ne disent rien, parce que ça va très bien. Il n'y a que ceux qui croient qu'ils souffrent ou souffrent vraiment, ont le sentiment ou la réalité qui protestent, ce qui est assez logique. Mais là, je crois vraiment qu'il faut réinsuffler de l'optimisme et de l'énergie à la filière. Vous avez des produits qui sont formidables. Et vous avez d'excellents arguments pour convaincre les consommateurs. Alors, un petit peu moins certainement de surtransposition, un petit peu plus de caresses et de gentillesse, un petit baiser de temps en temps quand même. Ça pourrait aider, mais il faut y croire. Et vous avez toutes les raisons d'y croire. Merci Thomas. Florence, il y a un micro là? Oups, il est là. Merci Thomas pour cette vision européenne optimiste. Il en faut. Une question quand même. J'entends bien que négocier c'est toujours très long, ça prend énormément de temps. Comment on peut mieux faire là, sur cette histoire des AOP transnationales de gouvernance par exemple, sur la fédération d'Interpro à l'Europe? En fait, il y a énormément de sujets où on se dit mais quel dommage, c'est vraiment dommage en fait qu'on n'y soit pas arrivé. Est-ce qu'on manque au fond d'expertise? Est-ce qu'il n'y a plus des grands négociateurs capables de comprendre nos enjeux, plus de politiques capables, enfin qui se sont éloignés en fait de notre agriculture? Voilà, comment on peut reprendre en fait et regagner, enfin et faire aboutir en fait ce qui devrait être. Merci Florence pour ta question. Avec des copines comme ça, on n'a vraiment pas besoin de... Non, c'est une... Pour moi, les possibilités réglementaires existent, les résistances politiques aussi. C'est un problème de facteur humain. Il nous faut des leaders dans les différents pays capables de guider et de créer cet enthousiasme. Alors, une des choses positives qui ont été construites dans ces temps-là, c'est les fameux comités hispano-franco-italiens, etc., qui font que les gens se parlent. Qui existent toujours, qui se réunissent toujours régulièrement, sur la fraise, sur la tomate, sur l'ail, j'en oublie certainement. C'est une excellente manière d'avancer, où là, il y a le secteur et les administrations qui se parlent et qui participent. Donc, je crois que il y a des progrès qui ont été faits. Mais il nous manque, j'aurais envie de dire, il nous manque un Gourvenec. Oui, il manque un Gourvenec en France et certainement en Espagne aussi, quelqu'un avec une vision d'avenir et capable de le faire. Je vous dis, sur les AOP transnationales tomates, c'est mes compatriotes qui ont dit non parce que on a des problèmes internes entre Almeria et Murcia. Almeria c'est plutôt COB, Murcia c'est plutôt commerce privé. Et on se parle pas, on se parle peu, ou on se sourit mais
on se médit, etc. Mais clairement, nous devrions, moi ce que je voudrais, c'est finir la décennie avec un bureau des interpros installé à Bruxelles et avec au moins la première AOP transnationale. Je vous prends un exemple qui pour moi m'a déprimé. Ici, on présentait les prévisions pêche. On ne les présente plus. On les présente dans un mois, apparemment, et c'était un motif de réunion des principaux pays qui se réunissaient ici pour discuter. Maintenant, on fait ça par visio. C'est bien la visio, mais ça ne crée pas l'esprit de solidarité de corps qui doit traverser les producteurs européens vis-à-vis de Bruxelles. Et là, de nouveau, apparemment, c'est mes compatriotes qui traînent la patte. Bien voilà. Là, Thomas conclut en lançant un appel au retour des prévisions pêche à Metzfeld. Merci Thomas, merci à tous. Bon après-midi. Prochain débat à 16h sur les diversifications possibles en arboriculture et en culture maraîchère face au changement climatique, animé par Florence. Quant à moi, j'ai terminé. Merci à tous. Et à l'année prochaine, c'est pas tout à fait terminé. Je suis en train de parler là. Et merci à tous. Et à l'année prochaine, j'espère. Au revoir.